Si on demande à quelqu'un, au hasard dans la rue, de dessiner un rectangle sur un bout de papier, Ouais, et que cette personne, elle dessine un carré parfait, la plupart des gens diraient tout de suite qu'elle s'est trompée, non? ah bah c'est clair, un prof un peu pressé, il mettrait un gros coup de stylo rouge direct. Exactement. Mais d'un point de vue purement mathématique, en fait, cette personne aurait 100% raison. Et c'est exactement ce genre de petit paradoxe qui remet un peu tout en question. C'est fou quand on y pense. Aujourd'hui, on fait une grande plongée au cœur d'une énorme pile de fiches de révision de géométrie. Des trucs de niveau 6e, donc le début du collège. Mais l'objectif, c'est pas du tout de réciter des formules poussiéreuses ou de, je sais pas, se rappeler comment on galérait avec un compas. Non, heureusement, on a passé l'âge de se piquer les doigts avec la pointe en métal. C'est ça. Le but de notre exploration du jour, c'est de décoder la vraie logique cachée derrière ces formes. On va parler de l'art de la démonstration mathématique et surtout de comment éviter les pièges redoutables de l'espace en deux dimensions. Et c'est une précision super importante. Parce que l'approche qu'on a tous de la géométrie, elle est souvent trop utilitaire, quoi, très visuelle. On regarde une forme, on se dit, ça ressemble à une boîte, et puis on passe à l'exercice suivant. Ouais, on se fie juste à ses yeux en fait. Exactement. Or, la géométrie, même au niveau de la sixième, c'est une vraie discipline de l'esprit. Ça consiste pas du tout à faire de beaux dessins. Il s'agit plutôt de classifier rigoureusement des objets, de prouver qu'ils ont certaines propriétés et d'apprendre à se méfier viscéralement de ce que nos propres yeux croient voir. Du coup, posons les fondations. Avant de pouvoir mesurer l'espace autour de nous, faut déjà savoir avec quelle brique on travaille. Ouais, c'est la base. Dans les documents qu'on a épluchés, ils organisent les formes pas comme des trucs isolés, mais comme une vraie famille. On part d'un très large pour aller vers des trucs super spécialisés. Donc, la définition de base, c'est que un quadrilatère, c'est juste un polygone à quatre côtés. C'est ça, quatre côtés, ni plus ni moins. Et on le nomme en suivant ses sommets dans l'ordre, genre ABCD, en tournant tout autour de la figure. Et c'est à partir de cet ancêtre commun, si je file ta métaphore de la famille, que l'évolution géométrique commence vraiment. Le premier grand patriarche, c'est le parallélogramme. Le fameux parallélogramme. Voilà. Et lui, il impose direct une première règle stricte. Ces côtés opposés, ils doivent être parallèles, d'où le nom, et de même longueur. Et en plus, ces diagonales doivent se couper très exactement en leur milieu. D'accord. Et ensuite, cet arbre généalogique, il se divise. Si on prend ce parallélogramme de base et qu'on exige d'un coup qu'il ait quatre angles droits, hop, il se transforme en rectangle. Exactement. Et à ce moment-là, ces diagonales deviennent d'une longueur identique. Ouais. Mais d'un autre côté, si on prend ce même parallélogramme, mais qu'au lieu des angles droits, on exige que ces quatre côtés soient d'une longueur parfaitement égale, on obtient un losange. Tout à fait. Et dans ce cas-là, ce sont ces diagonales qui deviennent perpendiculaires. C'est comme deux branches d'évolution différentes. C'est super visuel comme approche. Et c'est là que la généalogie devient vraiment fascinante, je trouve. C'est l'apparition du carré. Ah, l'enfant prodige. C'est ça. Le carré, il hérite simultanément des mutations de ses deux parents. Il prend les quatre angles droits du côté du rectangle et il pique les quatre côtés égaux du côté du losange. Et donc, logiquement, ces diagonales, elles sont à la fois de même longueur grâce au rectangle et perpendiculaires grâce au losange. Il a le meilleur des deux mondes. Mais attends, c'est pile ce qui crée le paradoxe dont je parlais tout au début de l'émission. Si un carré a toutes ces caractéristiques-là, pourquoi on dit techniquement qu'un carré est un rectangle? Ouais, c'est contre-intuitif. Bah oui, ça défie le bon sens total. Pourquoi la géométrie veut pas juste lui donner une petite case bien à lui, totalement isolée? Alors, c'est pas du tout une lubie de vocabulaire pour faire intelligent, hein. C'est vraiment une question d'efficacité intellectuelle. En fait, les mathématiciens, ils utilisent ce qu'on appelle une classification inclusive. Inclusive, c'est-à-dire? L'idée, elle est simple. Si tu passes, je sais pas, des années à prouver un théorème super complexe qui s'applique à absolument tous les rectangles, t'as pas du tout envie de te retaper toute la démonstration depuis le début, juste pour les carrés. Ah ouais, je vois le gain de temps. Voilà. En déclarant officiellement que le carré, c'est un sous-ensemble du rectangle, toutes les lois, toutes les propriétés du rectangle, elles s'appliquent automatiquement au carré par héritage. C'est un système d'une puissance logique redoutable, en fait. Donc, si on repense au devoir d'école, quand un exercice demande de tracer un rectangle qui n'est pas un carré, c'est limite un piège sémantique. Complètement. C'est fait exprès. L'élève, il est obligé de forcer un truc asymétrique. Il doit s'assurer que la longueur et la largeur soient obligatoirement différentes, juste pour exclure cet enfant prodige de la famille. Absolument. Et d'ailleurs, pour être tout à fait complet sur cette famille de formes, les fiches qu'on a lues, elles mentionnent aussi des branches un peu plus périphériques. Les cousins éloignés.
C'est ça. On a le trapèze qui, lui, se contente d'avoir exactement deux côtés opposés parallèles. On appelle ça les bases. Mais bon, il n'a pas du tout les propriétés géniales du parallélogramme. Il fait un peu bande à part. Et il y a aussi le cerf-volant qui possède deux paires de côtés consécutifs égaux, donc des côtés qui se touchent. Et lui, il a une seule diagonale qui agit comme un axe de symétrie. Enfin bref, ils vivent selon leurs propres règles. Ok. Donc, connaître l'identité de chaque membre de la famille, c'est bien beau. Mais sur le terrain, face à une feuille blanche, comment on prouve cette identité? Ah, la fameuse démonstration. C'est ça. On passe de la théorie à la pratique. Savoir qu'un carré est un carré, super. Mais si on écrit juste sur sa copie bah ça se voit bien à l'œil nu, on se fait recaler direct. Ah oui, zéro pointé direct. Il faut passer par ce que j'ai envie d'appeler le grand tribunal géométrique. J'adore cette analogie du tribunal. Elle explique parfaitement la rigueur qu'on exige en maths. Parce que la perception visuelle, elle est hyper trompeuse. Un angle de 89 degrés? Voilà. Un angle de 89 degrés, pour un œil humain, ça ressemblera toujours à un angle droit parfait. Mais mathématiquement, c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est pour ça que nos sources détaillent une méthode implacable, vraiment stricte, en 3 étapes. Ben écoute, transformons le studio en salle d'audience pour voir comment ça marche. Moi, je serai le juge, un juge très sceptique. Et ton objectif, c'est de me convaincre. Je suis prête, votre honneur. Alors, la méthode impose d'abord le « on sait que », c'est un peu les preuves matérielles récoltées par la police, les pièces à conviction. Ensuite, il y a la propriété, c'est la loi, le code civil des maths en fait. Et enfin, la conclusion, qui est le verdict. Présente-moi un cas. Très bien. Prenons un cas hyper concret tiré des fiches de 6e. On trace un cercle avec un centre qu'on appelle O. Dans ce cercle, on trace deux diamètres perpendiculaires. On va les appeler IJ et KL. Ok, je visualise le cercle, la croix au milieu. Ensuite, on relie les 4 extrémités de ces diamètres pour former un quadrilatère ILJK. L'accusation affirme haut et fort que cette figure est un carré. Bon, je regarde le croquis là, et effectivement, ça a bien la forme d'un carré, mais dans mon tribunal, attention, l'apparence, c'est pas une preuve. Quelles sont vos pièces à conviction, maître? Alors, première pièce à conviction, l'étape 1, le on sait que. Les segments IJ et KL sont des diamètres du cercle, donc ils se coupent obligatoirement en leur milieu, qui est le centre O. C'est un fait établi. Du coup, j'invoque la loi géométrique. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Et paf, le premier verdict tombe. Notre figure appartient officiellement à la famille des parallélogrammes. Accordé, c'est un parallélogramme. Mais bon, on est encore loin du carré là. Va falloir muscler un peu l'argumentaire. Je sors ma deuxième pièce à conviction. L'énoncé précisait très clairement que ces deux diamètres, on les a tracés de manière perpendiculaire. C'est vrai, c'était dans le dossier. Et la loi stipule que si un parallélogramme possède des diagonales perpendiculaires, il devient un losange. Ah, l'étau se resserre. Le statut de losange est validé par la Cour. Mais je vois toujours pas de carré. Il manque l'élément décisif là. Troisième et dernière pièce à conviction, votre honneur. IJ et KL sont des diamètres d'un seul et même cercle. Par définition, un diamètre, c'est constant, donc ils ont exactement la même longueur. J'invoque l'ultime propriété de notre code pénal géométrique. Je vous écoute. Si un losange possède des diagonales de même longueur, alors c'est un carré. La démonstration est close. C'est beau. Le verdict est inattaquable. C'est un carré. Et ce qui rend cette méthode vraiment dingue, c'est de voir à quel point l'édifice initial est fragile. C'est-à-dire? Les fiches précisent que si, au tout début, au moment de tracer le truc, on avait fait ces deux diamètres sans s'assurer qu'ils soient parfaitement perpendiculaires, toute l'affaire aurait pris une tournure radicalement différente. Ah oui, complètement. Si l'angle centre, c'est pas un angle droit parfait, on perd direct la propriété du losange. On a toujours des diagonales qui se coupent au milieu, ça oui. On a toujours des diagonales de même longueur, parce que ça reste un cercle. Ouais. Mais la loi nous dirait alors que la figure n'est qu'un simple rectangle. La causalité, elle est hyper stricte. Et c'est exactement pour s'y retrouver dans tout ça que les profs insistent lourdement sur l'action de coder la figure. Coder la figure. Ça veut dire marquer physiquement les angles droits avec un petit carré rouge dans le coin et montrer les égalités de longueur avec des petits traits au crayon, c'est ça? Exactement ça. Ce codage, en fait, c'est la retranscription visuelle de vérité légale. Une fois que ta figure, elle est bien codée, la qualité du dessin, même si c'est fait à main levée super moche, ça n'a plus aucune importance. L'esprit humain, il lit les codes, pas l'encre.
C'est un entraînement mental exceptionnel quand on y pense. On nous apprend ça au collège avec des formes qui ont l'air innocentes, mais cette exigence de ne rien affirmer sans avoir des preuves matérielles, vérifiables et une loi établie, c'est la base de la pensée critique tout simplement. Absolument. Mais bon, avançons un peu. Parce que une fois que notre figure a gagné son procès au tribunal et que son identité est reconnue, faut bien la confronter au monde réel. Une forme, ça occupe de la place. On passe de l'abstrait de la déduction au concret des calculs, de périmètre et d'air. Et c'est souvent là que la confusion s'installe chez les élèves. En fait, il faut bien séparer deux concepts de base. Le périmètre, c'est la dimension du contour. Le tour du propriétaire? Voilà. C'est la longueur de la clôture qu'il faudrait acheter chez le roi Merlin pour entourer un terrain. L'air, par contre, c'est la surface. C'est la quantité exacte de gazon qu'il va falloir semer à l'intérieur de ce même terrain. Bon, les formules de base, en général, elles sont connues. Pour le carré, le périmètre, c'est 4 fois son côté. Et l'air, on multiplie le côté par lui-même, donc le côté au carré. Jusque-là, ça va. Pour le rectangle, le périmètre, on additionne la longueur et la largeur, et on multiplie le tout par 2. Son aire, c'est juste longueur fois largeur. Et puis il y a le cercle avec son propre vocabulaire bizarre. Son périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. Ou pi fois le diamètre, ça marche aussi. C'est vrai. Et son aire, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Sachant que pi, ça vaut à peu près 3,14. Jusqu'ici, notre cerveau, il traite l'info sans trop surchauffer. Mais le vrai défi de ce dossier, la grande illusion d'optique de la géométrie de base, c'est l'aire du parallélogramme. Ah oui, le fameux. Alors, le périmètre du parallélogramme, ça pose aucun souci, on additionne juste les 4 côtés. Mais pour l'aire, la formule dicte qu'il faut multiplier la base par la hauteur. Et c'est très précisément ici que se cache l'erreur classique. L'erreur fatale. Oui, les gens veulent multiplier la base par le côté oblique. C'est une erreur tellement tentante. Mais pourquoi c'est faux? En fait, faut y réfléchir de manière concrète. C'est comme si on voulait mesurer la hauteur d'un bâtiment qui penche. Genre la tour de Pise. Ouais, bonne image. On va jamais prendre un mètre-ruban géant et le dérouler le long du mur incliné à l'extérieur. Ça donnerait une distance beaucoup plus longue que la vraie hauteur de la tour. La méthode correcte, c'est de monter tout en haut et de lâcher un fil à plomb directement vers le sol. La hauteur, elle doit impérativement être perpendiculaire à la base. Cette analogie du fil à plomb, elle illustre parfaitement la contrainte des maths. D'ailleurs, les fiches qu'on a lues, elles donnent un exemple super précis pour cette recherche de hauteur. Imaginons un parallélogramme. Sa base mesure 8 cm. Il a un côté incliné de 5 cm avec un angle de 60 degrés par rapport à la base. Ok, j'imagine le truc penché. La hauteur, c'est pas 500. Pour la trouver, il faut utiliser la trigonométrie. Oula! Plus spécifiquement, le sinus de l'angle. En fait, on multiplie le côté oblique par le sinus de 60 degrés, ce qui donne 5 fois le sinus de 60, donc environ 4,33 cm. D'accord. L'aire réel, c'est donc la base de 8, multipliée par cette vraie hauteur de 4,33, ce qui nous donne un total de 34,6 cm². Waouh! Attends, on appuie sur pause 2 secondes. Des sinus, des angles de 60 degrés. Je croyais qu'on analysait des fiches de 6e pour des gamins de 11 ans. Comment on vient de faire un saut quantique vers de la trigonométrie avancée, là? Ah, c'est une super remarque. Et ça met bien en lumière la façon dont les programmes sont construits. Le calcul trigonométrique en lui-même, ça dépasse largement le niveau d'un élève qui débute le collège. Ah, tu me rassures. Mais la beauté de ces fiches de révision, c'est qu'elles plantent une graine conceptuelle qui est universelle. C'est-à-dire? Le principe même du fil à plomb, cette obligation de toujours chercher une ligne perpendiculaire plutôt que de se laisser avoir par la pente, ça reste vrai toute ta vie. Les outils mathématiques pour trouver cette fameuse hauteur, ils vont devenir de plus en plus complexes au fil des années, mais la logique de l'espace, elle bougera jamais. C'est presque philosophique. La logique prime sur l'outil. Mais conceptuellement, pourquoi cette formule, elle marche? Pourquoi le fait de multiplier une base toute droite par une hauteur perpendiculaire, ça nous donne l'air d'une forme qui, elle, est toute de travers? Ça semble presque magique. Pour démystifier le truc, il suffit de faire une petite manipulation mentale toute bête. Imagine ce parallélogramme incliné, dessiné sur un bout de papier. D'un côté, la pente, elle crée une sorte de triangle qui dépasse. Ouais, ça fait une pointe. Si on prend une paire de ciseaux imaginaires et qu'on coupe ce petit triangle, et qu'ensuite on déplace ce bout de papier pour venir le coller pile de l'autre côté de la figure, dans l'espèce de trou, l'espace vide créé par l'inclinaison opposée. Il se passe quoi? Attends, je visualise. On vient de redresser la figure, en fait. Ça devient un rectangle parfait? Exactement.
Le parallélogramme penché, il s'est transformé en un rectangle parfaitement droit. La longueur de la base en bas, elle n'a pas du tout changé pendant l'opération. Et la hauteur du nouveau rectangle qu'on vient de créer, elle correspond exactement à notre fameux fil à plomb. C'est juste pour ça que la formule de l'aire du parallélogramme, c'est fondamentalement la même que celle du rectangle. Ah ouais, cette visualisation avec les ciseaux, elle résout le mystère de manière vraiment brillante. C'est super clair. Mais bon, notre exploration de l'espace, elle se heurte à un tout dernier obstacle. Et pas un petit. C'est un vrai piège de science-fiction, un piège dimensionnel. Oh, je vois de quoi tu parles. Le passage de la mesure d'une simple longueur, donc en une dimension, à la mesure d'une surface en deux dimensions. Ça modifie carrément les lois fondamentales de notre système métrique. On aborde le sujet qui fâche, les conversions d'unités d'air. C'est, traditionnellement, la source numéro 1 des erreurs d'inattention dans les copies. Tu m'étonnes. La règle d'or qui est martelée en gras dans nos sources, elle indique que le tableau de conversion des aires, il exige la présence de 2 colonnes par unité. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, etc. Chaque unité, elle prend 2 cases pleines dans le tableau. Et ça, c'est extrêmement troublant pour l'esprit humain, je trouve. Parce qu'on cherche naturellement la simplicité. Dans la vraie vie, si on passe d'une unité de longueur à une unité plus petite, disons du mètre au décimètre, on multiplie juste par 10. 1 mètre, ça fait 10 décimètres. C'est linéaire, c'est facile. C'est intuitif, oui. Mais là, soudainement, pour les aires, chaque petit saut vers une unité plus petite, ça exige de multiplier par 100. Et chaque saut vers une unité plus grande, ça demande de diviser par 100. Les fiches donnent des exemples critiques. Genre 120 mètres carrés, ça se convertit pas en 12 décamètres carrés, mais en 1,2 décamètres carrés. C'est le piège typique. Ou alors 125 centimètres carrés, ça devient 0,125 mètres carrés. Pourquoi notre cerveau bloque autant là-dessus? Pourquoi on a cette envie irrépressible de diviser par 10 alors que la règle hurle de diviser par 100? Ce blocage, en fait, il s'explique par notre conditionnement depuis l'enfance. On évolue et on évalue les distances principalement en une seule dimension. Traverser une rue, mesurer la taille d'un meuble chez Ikea. Ouais, on tire un trait droit. Voilà. On a tellement intériorisé qu'un mètre de ficelle contient 10 morceaux d'un décimètre. Par un biais cognitif qui est vraiment très puissant, on transpose direct cette même logique à l'espace plat, à la 2D, en s'imaginant à tort qu'un grand carré d'un mètre sur un mètre, ça contient juste 10 petits carrés d'un décimètre. Mais alors, comment on fait pour briser ce biais cognitif une bonne fois pour toutes? Faut arrêter de penser avec des lignes droites et commencer à penser avec des grilles. Des grilles? Ouais. Visualisons un grand carré tracé au sol qui fait 1 mètre de côté. Sur le bord horizontal du bas, on fait une petite marque tous les décimètres. Et on trace des lignes verticales, ce qui nous crée 10 grandes bandes. Ok, je vois les 10 bandes. Ensuite, sur le bord vertical sur le côté, on fait exactement la même chose, ce qui crée 10 bandes horizontales cette fois. Ces lignes, elles vont se croiser. On a maintenant un quadrillage, une vraie grille au sol. Et combien de petites cases on obtient au total en croisant 10 colonnes et 10 lignes? 10 multiplié par 10, on obtient 100 petites cases en fait. C'est ça la clé. Un seul mètre carré, il renferme physiquement 100 petits carrés d'un décimètre carré. Le passage à la deuxième dimension, qui est représenté par le petit 2 qu'on écrit au-dessus de l'unité, là, le carré, ça veut dire qu'on élève toute notre logique à la puissance 2. Et 10 puissance 2, ça fait 100. Ce multiplicateur de sens, c'est juste la traduction mathématique de cette grille qu'on vient de dessiner. Et c'est ça et rien d'autre qui impose la fameuse règle des 2 colonnes dans le tableau de conversion. C'est fou, une fois que la grille, elle apparaît dans notre tête, l'erreur devient presque impossible. Et c'est quand même super crucial de maîtriser ce changement d'échelle dans le monde réel, parce que les conséquences, elles peuvent être énormes. D'ailleurs, les documents abordent aussi l'utilisation des unités agraires, celles qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture ou quand on achète un terrain immobilier. Oui, les arts et les hectares. Voilà, on y découvre qu'un ar, c'est exactement l'équivalent d'un décamètre carré, soit 100 mètres carrés. En gros, c'est la taille d'un grand appartement ou d'un petit bout de jardin. Et l'hectare, qui est un peu l'unité reine pour mesurer les champs de blé ou les forêts, ça correspond à un hectomètre carré. Donc 10 000 mètres carrés. C'est immense.
L'exemple chiffré dans nos notes, il montre que 12 hectares, ça représente 120 000 mètres carrés. Ce montre bien qu'oublier la règle des 2 colonnes, c'est pas juste faire une petite rature sur un bout de papier au collège. Si tu oublies un simple zéro, parce que tu as gardé ta logique linéaire de la première dimension, tu te retrouves avec une erreur d'évaluation de plusieurs milliers de mètres carrés au moment de signer pour acheter un terrain, quoi. Ça ferait très cher le zéro oublié. Bon, quel périple intellectuel quand même. Si on rassemble un peu toutes les pièces du puzzle de cette exploration, on voit l'ampleur du chemin qu'on a parcouru depuis le début. Ouais, on a vu pas mal de choses. On a commencé par étudier une simple famille de formes. On a compris comment le carré rassemble les traits de ses parents, le rectangle et le losange, pour avoir une efficacité mathématique optimale. Ensuite, on a enfilé notre robe de juge dans le grand tribunal géométrique, La meilleure partie. avec cette méthode du «on sait que» propriété, conclusion. Celle qui nous force à nous appuyer sur des codes précis plutôt que sur nos illusions d'optique. Après ça, on est passé au monde physique. On a sorti nos ciseaux imaginaires pour enfin comprendre d'où vient la hauteur du parallélogramme. Et on a terminé en beauté en déjouant le piège dimensionnel des conversions d'air, tout ça grâce à la logique de la grille. C'est un beau résumé. Et ce cheminement, je trouve qu'il illustre parfaitement que ces documents scolaires, au final, c'est bien plus que de simples fiches de révision pour ados. C'est clair. C'est un véritable manuel d'entraînement pour structurer l'esprit humain. Ces concepts-là, ils nous obligent à observer avec méthode, à faire des déductions de façon inattaquable, à prouver les choses sans aucune faille et à quantifier l'espace autour de nous avec une précision absolue. C'est une vraie boîte à outils intellectuelle et elle dépasse très largement les murs des salles de classe. Mais tu vois, ça m'amène inévitablement à une toute dernière réflexion. Un truc qui dépasse la simple géométrie sur papier. On vient de voir ensemble qu'un carré parfait, il nécessite des preuves codées pour être officiellement reconnu au tribunal. Et qu'un simple changement de dimension de l'espace, il nous oblige à changer nos règles de pensée. Sinon, on se plante complètement. Tout à fait. Aujourd'hui, dans notre société, on navigue en permanence dans un océan d'informations non vérifiées. On est bombardé d'opinions rapides, d'apparences souvent très trompeuses sur les réseaux. Et si cette méthode géométrique, ce besoin viscéral de toujours s'appuyer sur des propriétés immuables, de refuser de croire les choses sur parole et d'exiger une démonstration claire? Et si c'était finalement le meilleur vaccin intellectuel contre les illusions de notre monde moderne? C'est une excellente question. C'est en tout cas une pensée à garder dans un coin de sa tête, la prochaine fois qu'on croisera une forme géométrique, que ce soit dessinée à la craie sur un tableau ou cachée quelque part dans l'architecture qui nous entoure tous les jours.